féliciter pour votre mental, parce que la matinée a été assez copieuse et j'ai l'impression que tout le monde est toujours là. Donc c'est une bonne chose pour moi, c'est la lourde tâche de conclure la matinée. Ma présentation va être un petit peu différente de ce qui a précédé, dans le sens où je ne vais pas faire part de mon expérience en tant que préparateur mental, mais plutôt de données théoriques. Alors en fait, bon, j'ai un peu une double casquette, je suis à la fois enseignant-chercheur, donc mon job c'est produire de la connaissance et l'enseigner, et il manque un peu quelque chose quand on ne fait que ça, je trouve, donc c'est pour ça que j'essaye de mettre un peu les mains dans le cambouis aussi, et puis d'aller utiliser ces connaissances. Voilà. Bon, pour info, par exemple, je travaille avec un club de handball qui est en deuxième division, on va pouvoir les pros, et puis aussi avec le centre de formation de l'élan Bernier. Et aujourd'hui, donc la commande qui m'a été faite, c'est plutôt d'essayer de parler de mon domaine de recherche, qui est donc l'influence que peuvent avoir les parents en sport. Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, c'est une thématique qui revient assez souvent, ce rôle fondamental des parents sur les trajectoires sportives des gamins. Et c'est quelque chose qui est, entre guillemets, qui semble aller de soi. C'est-à-dire, c'est évident pour tout le monde que oui, ils ont un rôle important. Alors, pour imager ce que je dis, j'ai retenu quelques citations. Celle de Patrick Mouratoglou. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un gars qui a monté une académie de tennis un peu à la Bollettieri, donc qui recrute les jeunes, qui les forme. En particulier, c'est lui qui a sorti Marco Paglatis, qui est en ce moment assez bien classé à l'ATP. Donc pour lui, clairement, c'est les parents qui décident que l'enfant sera champion. Donc pour quelqu'un qui est confronté à des jeunes joueurs, qui est dans la formation, c'est un avis intéressant, je trouve. Donc voilà, pour lui, il n'y a pas photo. Autre exemple, toujours dans le tennis, le père des sœurs Williams, qui lui aussi, semble-t-il, a beaucoup compté dans leur trajectoire et qui le dit qu'il affiche ouvertement. Donc à partir du moment où il a pensé qu'elle serait numéro 1 et 2 mondial, il a suffi qu'elle l'écoute pour réussir. Alors, évidemment, la question qui se pose à partir de ça, c'est est-ce que c'est aussi simple, et surtout, comment ça marche? Parce qu'à partir du moment où on veut rentrer un petit peu dans le pourquoi, dans qu'est-ce qui se passe, là ça devient un peu plus compliqué et les gens ont moins de réponses. Autrement dit, on est d'accord pour dire qu'il y a une influence. Après, pour la comprendre et pour pouvoir éventuellement agir dessus, soit en tant qu'entraîneur, soit en tant que préparateur mental, eh bien c'est plus compliqué. Donc l'objet de mon intervention, c'est un petit peu ça, rentrer dans les processus. Alors, l'angle d'attaque qui m'a été donné, c'est travailler plutôt sur la motivation. Pourquoi? Tout simplement parce que la variable déterminante, bien souvent dans l'accès et le fait de rester au haut niveau, c'est la capacité à produire des efforts, à les maintenir longtemps. En gros, tout ce qui est attrait à la motivation. Et donc par rapport à ça, la question que je me pose, c'est par quel processus finalement les parents vont parvenir à affecter le développement d'une motivation durable, importante chez l'enfant. Donc voilà le cadre général. Alors, d'abord, puisque c'est la variable clé, qu'est-ce qu'on peut entendre par motivation? Alors, je ne vais pas vous faire un cours, c'est pas lui. Simplement, une définition opérationnelle, la motivation, c'est ce qui fait que quelqu'un agit. Donc, c'est à la fois des forces ou une énergie qui est interne, qu'un individu fait, pratique pour le plaisir, pour apprendre, pour découvrir, ou des forces externes, quand il y a des récompenses, quand il y a une pression, quand il y a la compétition. Et à chaque fois, on va avoir des motivations intrinsèques pour des forces internes, des motivations extrinsèques pour des forces externes. Peut-être que c'est des termes que vous connaissez. Mais finalement, c'est pas trop ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement d'où elle vient cette motivation. Parce que c'est ressorti dans beaucoup des présentations, évidemment, c'est déterminant. Et la question, c'est comment finalement on peut essayer de la développer. Et en particulier pour moi, quel est le rôle joué par les parents par rapport à ça. Donc, je vous propose un modèle relativement simple, qui est le suivant. L'idée, c'est de dire l'enfant, l'adolescent, le jeune, dans son environnement, il va vivre des choses par rapport à son activité, par rapport au coach qu'il va avoir, par rapport à ce que lui disent ses parents, par rapport aux coéquipiers, et tout ça va déterminer 3 sentiments qui correspondent en fait à 3 besoins humains fondamentaux.
Ces trois sentiments, c'est donc le sentiment de compétence, d'appartenance sociale et d'autonomie. Et l'idée, évidemment, je vais développer un petit peu après ces trois choses-là, mais l'idée, pour comprendre, c'est que plus l'individu va avoir le sentiment d'être compétent, d'appartenir à un tissu social, d'être autonome, plus l'environnement va lui permettre de satisfaire ces trois besoins, et plus sa motivation va être importante. Voilà. Donc, à partir du moment où on a posé ça, la question, c'est plus tout à fait la même. La question, c'est plus tellement de savoir comment je motive, mais Steve dit que ce qui est important, c'est ces trois besoins, et ces trois sentiments. La question devient alors, comment est-ce que je fais pour amener le gamin à se sentir compétent, l'amener à se sentir autonome, et l'amener à se sentir socialement connecté aux autres. Donc, c'est ces questions-là que je vais aborder maintenant. Alors, avant de les développer, je reviens un peu sur ces trois besoins qui sont le cœur un petit peu du modèle. Le sentiment de compétence, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est le sentiment qu'un individu d'être doué, d'être compétent. Donc ça renvoie à l'estime de soi, ça renvoie à la confiance en soi, ça renvoie à l'image qu'on a de soi. Donc vous voyez la petite photo que je vous ai mise, voilà, le minot, il a plutôt confiance en lui. Le sentiment d'appartenance sociale, cette fois, comme le sentiment de compétence, renvoie à un besoin. C'est-à-dire que ces trois sentiments sont reliés à ces besoins, et c'est la satisfaction des besoins qui explique la motivation. Donc, quand est-ce que l'individu a le sentiment d'avoir une appartenance sociale? Quand il est inséré dans un tissu relationnel, c'est-à-dire qu'il a des copains, il peut discuter, il peut partager des émotions, des moments difficiles, des moments faciles avec les gens qu'il côtoie. Alors, ça fait partie des besoins fondamentaux de l'humain. Les gens qui se retrouvent sur une île déserte au milieu du Pacifique, généralement ils deviennent fous parce qu'au bout d'un moment ils ne peuvent pas parler. Alors il y a quelques exemples de personnes qui ont survécu, mais globalement, pour être bien dans nos baskets, on a besoin de ça. On a besoin de parler, de discuter avec les autres. Troisième besoin, le sentiment d'autonomie. L'idée, c'est que pour se sentir bien, l'individu a besoin d'avoir l'impression d'être en majorité à l'origine de ce qu'il fait. C'est-à-dire de choisir un peu ce qu'il a. Là, en l'occurrence, je trouvais la photo sympa parce qu'on voit un papa qui a la mine un peu patibulaire, qui amène son gamin, on n'a pas vraiment l'impression que l'enfant est tout à fait d'accord pour le suivre, mais bon, il le suit quand même. Donc on peut supposer que son sentiment d'autonomie, il n'est pas top. Donc l'idée, c'est que tout ce qui va diminuer cette impression d'être autonome, c'est-à-dire les deadlines, les dates limites, il faut faire telle chose à telle heure, les horaires, les obligations de présence, de quantité de travail, tout ça, globalement, d'un point de vue motivationnel, ça diminue ce sentiment d'autonomie, donc la motivation. Alors, donc maintenant qu'on a posé ça, la question c'est, premièrement, comment est-ce que les parents peuvent amener l'enfant à se sentir compétent? Alors, je développerai deux processus, deux moyens. Le premier, c'est celui qu'on appelle l'effet Pygmalion, ou qu'on appelle aussi l'effet des attentes. Certains d'entre vous, je crois, formulent aussi ça en parlant de croyances limitantes ou d'idées reçues. L'idée, c'est quoi? L'idée, elle est simple. Tous, autant que nous sommes, on a tendance à, par rapport à nos enfants, si on est parents, ou par rapport aux gens dont on s'occupe, si on est entraîneur. Alors, petite parenthèse, tout ce que je vais développer sur les processus marche aussi bien pour la relation parent-enfant que pour la relation entraîneur-entraîneur. Donc, c'est doublement pertinent. Donc, tous autant qu'on est, on développe des attentes par rapport aux gens. C'est-à-dire que, par rapport à ces enfants, on imagine qu'ils vont être numéro 1 et 2 mondial, par exemple, comme le père Williams, ou plus simplement qu'on a envie qu'ils réussissent leur vie. Donc, ces attentes, elles se développent